sommes donc à la fin des années 60, 68, 69, une époque riche, mais mouvementée aussi. C'est l'époque de la guerre du Vietnam, c'est l'époque de mai 68, c'est l'époque de Woodstock aussi, et c'est l'époque de grands défis technologiques. L'homme va marcher sur la Lune en juillet 69, l'année suivante donc. Et c'est l'époque où, dans le domaine de la voile, dans le domaine maritime, il se passe des choses. C'est-à-dire que les navigateurs deviennent des héros de dimension nationale. En Angleterre, il y a eu Chichester. En France, on a Tabarly. En 64, il a gagné la Transat. Et on sent qu'il va se passer quelque chose, que le champ restreint même d'une Transat n'est plus suffisant. Il faut s'ouvrir à la planète entière. Et là va se créer la course du Golden Globe. Alors, de quoi s'agissait-il? Eh bien, il s'agissait d'un pari un peu insensé. C'est-à-dire que des tas de gens d'ailleurs doutaient, étaient sceptiques. Personne ne pensait que ce soit vraiment réalisable. Il s'agissait de faire le tour du monde, mais un tour du monde un peu particulier, c'est-à-dire en solitaire, sans escale et sans assistance. Et par les 3 caps mythiques. Le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin au sud de l'Australie et le fameux cap Horn. Donc, on commençait à en parler et même les journaux commençaient à évoquer cette idée. Et puis il y a des gens qui ont commencé carrément à exprimer clairement leur projet par rapport à cette navigation, notamment Moitessier en France et son ami Loïc Fougeron. Ils en ont parlé, ils étaient sur la même longueur d'onde. Et l'idée a été reprise par un journal anglais, un journal londonien, le Sunday Times, et c'est devenu le Golden Globe. Alors il ne s'agissait pas d'une course telle qu'on l'entend aujourd'hui, hein, évidemment. C'était plutôt un pari, un défi. Et d'ailleurs, il n'y avait même pas besoin de s'inscrire. C'est-à-dire on était inscrit d'office, il y avait si peu de prétendants que le journal a préféré ouvrir la course à tout le monde. Pas de ligne de départ non plus. On pouvait partir d'où on voulait. Au début, c'était si possible d'Angleterre. Et puis comme Moitessier, on n'était pas sûr qu'il viendrait jusqu'en Angleterre et que c'était quand même le concurrent ou le prétendant le plus sérieux, on a élargi l'éventail de latitude de départ. Évidemment, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a même pas de balises pour suivre les bateaux. Il n'y a pas de poste de radio fiable. Je crois qu'il y a 2 concurrents qui auront des postes de radio qui vont tomber en panne. Alors pour ce qui concerne l'avitaillement et les équipements, c'est pareil. C'est la croix et la bannière. C'est-à-dire qu'on en est encore à la marine traditionnelle. Et les gens vont vivre dans une humidité vraiment très difficile, tous les concurrents. Ils seront donc 9 au départ. Il y aura 6 Britanniques, 2 Français et un Italien. Les premiers à partir seront 2 militaires. C'est Ridgway et Blythe qui partent au mois de juin, à une semaine d'intervalle. Et ils envisagent ce voyage comme un défi sportif, un défi extrême. Ils ont des bateaux, pour situer un peu leur niveau d'expérience, qui ne sont absolument pas adaptés pour une course autour du monde, et pas du tout adaptés d'ailleurs pour naviguer au large, pourrait-on dire. Ce sont des béquilles de 9 mètres. Alors le troisième à partir, le troisième à s'élancer de Falmouth, sera le Britannique Knut Johnston, et lui possède un bateau très adapté pour cette circumnavigation. C'est un bateau qu'il a fait construire en Inde, c'est un bateau en bois d'une dizaine de mètres, un bateau un peu lourd, mais il a mené son projet vraiment d'une façon très très méthodique. Au mois d'août, c'est le duo français, Moitessier et Fougeron, qui partent ensemble de Plymouth. Ils ont fait leur préparation en copains, en toute fraternité, ils ont échangé des informations et même partagé la bouffe qu'ils pouvaient trouver. Toujours au mois d'août, une semaine plus tard, c'est Bill King. Bill King, c'est le vétéran de la course. Il a un peu moins de la soixantaine, c'est un ancien officier. Et il a un bateau très particulier, Bill King. Un bateau qu'il a fait construire bien avant qu'on connaisse ce projet de course autour du monde, un bateau en bois moulé. Mais il a choisi une option extrême au niveau du gréement, c'est un gréement en jonc. Ensuite, un peu plus tard, en septembre, c'est Tetley, et qui part sur un bateau, lui, très original. C'est un trimaran. Un trimaran de série qui s'appelle Victress, un trimaran de 40 pieds. Et il a également une très bonne expérience de la voile. C'est un officier de la Royal Navy aussi. Il a fait une préparation très discrète.
C'est un vrai solitaire. Alors il y a un autre concurrent qui va partir à l'extrême limite de date de départ, le 31 octobre 1968. C'est l'Italien Carrozzo, avec un très beau bateau, un bateau de 20 mètres qu'il a construit spécialement pour la course et qui aurait certainement été un bateau extrêmement rapide. Malheureusement, il n'est pas prêt. D'ailleurs, il sort du chantier à Cowes, il va mouiller une semaine pour terminer les équipements. Et le dernier à partir en sa compagnie, si on peut dire, c'est Donald Crowhurst. Alors Donald Crowhurst, il faut en dire deux mots. C'est le personnage énigmatique de la course. Il prétend avoir une expérience maritime, mais en fait elle est très réduite, son expérience. Et il part également sur un trimaran. Un trimaran assez semblable à celui de Tetley, d'ailleurs, on peut dire qui a servi de modèle. Et paraît-il, il a des choses révolutionnaires, des équipements révolutionnaires. C'est un grand bricoleur, Crowhurst. Mais c'est également un personnage, quelqu'un à personnalité un peu indéfinie, un peu trouble. Il a cherché un sponsor, il a l'envie de faire ce tour du monde. Il avait même demandé à Chichester de prendre son bateau pour cette course, et Chichester avait refusé. Donc ce Crowhurst, on se pose beaucoup de questions sur lui. C'est celui qui a essayé en tous les cas, au niveau médiatique, de passer le maximum de communication. C'est celui également qui, en course, veut faire participer le public et les journaux. Et pour ça, il a embarqué beaucoup de matériel radio. C'est un électronicien et il est capable de réparer ses propres radios à lui.